D'où, en 2002, ses appels à sauver la République face au péril brun, chanson connue. Un sauvetage urgent auquel chacun doit participer, car le fascisme, on sait où ça a mené. Ça a mené à l'Holocauste. Cette rhétorique n'était pas nouvelle. Jeune militant nationaliste, je l'avais constaté. Et je m'étais interrogé. Pourquoi ça marche autant ? La solution me fut apportée alors que j'étudiais la chimie en école d'ingénieur. Lors d'un travail dirigé, un professeur nous expliqua que durant toute sa vie, l'homme est confronté à des problèmes nouveaux qu'il doit résoudre. Comment fait-il ? Contrairement à ce que beaucoup croient, il ne commence pas par analyser en détail les données du problème afin d'échafauder une solution entièrement nouvelle, car cette voie, qui nécessite une capacité d'analyse et de synthèse, se révèle extrêmement difficile. Il en existe une autre beaucoup plus économique en termes de temps et de réflexion. Elle consiste à rechercher dans sa mémoire un problème analogue, déjà rencontré, et dont on connaît la démarche qui permet d'en trouver la solution, puis à adapter cette démarche pour en déduire une solution applicable au problème nouveau. Tel est le processus d'analogie-déduction. Alors que le professeur nous expliquait l'analogie-déduction, j'ai tout de suite compris qu'il était possible de l'exploiter politiquement. Il suffisait de dire « Le Pen, vous connaissez ? Il est nationaliste, raciste et antisémite. Savez-vous où ça va mener ?» Immédiatement, le cerveau liait Le Pen à Hitler. Or, l'hitlérisme avait mené au camp de concentration et à l'Holocauste. Voilà donc où mènerait un Le Pen au pouvoir. Par conséquent, au nom du plus jamais ça, le lepénisme devait être impérativement rejeté. En un éclair, je compris l'origine du succès de cette propagande. Elle reposait sur un mécanisme de la pensée. Au début des années 1990, me fondant sur un exemple pris dans la presse, je rédigeais mon premier article sur l'analogie-déduction. À une époque où l'ascension du Front National paraissait irrésistible, je tempérais les espoirs fous de certains, ici Bruno Maigret en avril 1991 dans National Hebdo. Je le répétais, tant que l'ombre de l'Holocauste planerait, jamais la droite nationale ne pourrait arriver au pouvoir par les urnes. Mais il me manquait une expérience grandeur nature. Cette expérience vint le 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen opposé au président le plus discrédité de la Ve République. L'analogie-déduction, j'en étais persuadé, allait démontrer toute sa force. Ça n'a pas traîné. Dès l'annonce des résultats, une manifestante anti-Le Pen lança « J'ai honte que 50 ans après un génocide, il y a Le Pen qui passe au second tour. Ses propos sont complètement fascistes. » Dès le mercredi 24 avril, je rédigeais le tract jaune, parce qu'il était imprimé sur du papier jaune. Un tract dans lequel j'expliquais « Si au second tour, Jean-Marie Le Pen obtient plus de 40% des suffrages exprimés, alors j'avouerai mon erreur. L'analogie-déduction est sans importance en politique. S'il obtient entre 25 et 40%, alors il faudra admettre une certaine influence de l'analogie-déduction. Si, comme je le crains, il obtient moins de 25%, cette veste électorale démontrera la puissance paralysante de l'analogie-déduction. » Les pancartes vues dans les manifestations de l'entre-deux-tours me donnaient raison. L'analogie-déduction s'exprimait partout. Pourtant, certains s'illusionnaient encore, persuadés que le grand changement allait arriver. Le 5 mai 2002 doucha leurs espoirs. Marine Le Pen comprit alors que les Français étaient viscéralement antifascistes et qu'ils le justifiaient en invoquant l'histoire écrite par les vainqueurs de 1945. Dès lors, deux solutions se présentaient. 1. Descendre sur le terrain choisi par l'adversaire en dénonçant cette histoire qui fonde l'analogie-déduction. Autrement dit, soutenir le révisionnisme. 2. Tenter d'esquiver le coup en rejetant tout lien avec le fascisme. Autrement dit, se dédiaboliser et répondre aux attentes des Français. Marine Le Pen choisira la deuxième voie, allant jusqu'à assassiner politiquement son père. Mais peut-on le lui en vouloir et peut-on plaindre Jean-Marie ? Le 16 septembre 1987, interrogé sur le révisionnisme, Jean-Marie Le Pen, déstabilisé, crut pouvoir éluder en affirmant que le nombre et la façon dont les gens, juifs et non-juifs, avaient trouvé la mort dans les camps était un point de détail de la guerre. Plus tard,
Une personne qui fut une cheville ouvrière du révisionnisme me raconta la nuit historique qui suivit l'affaire du détail. Jean-Marie Le Pen, qui était révisionniste en secret, s'interrogeait sur l'opportunité de le révéler publiquement. Autour de lui, ses proches et ses conseillers étaient divisés. La plupart lui déconseillaient d'agir ainsi. Prévenus, les révisionnistes assurèrent Jean-Marie Le Pen que s'il franchissait le Rubicon, il l'aiderait en lui fournissant tous les arguments pour répondre à ce qui lui serait opposé sur le terrain de l'histoire. Au petit matin, le président du Front National choisit de ne pas franchir le Rubicon. Pourtant, il existait une façon très simple de frapper un grand coup. Il suffisait à Jean-Marie Le Pen de dire « J'affirme que les chambres à gaz homicides hitlériennes n'ont pas existé. Je suis prêt à me retirer de la vie politique si l'on démontre que j'ai tort. Pour cela, organisons un débat public entre des historiens, d'anciens déportés et le professeur Faurisson. S'il existe plein de témoins fiables et 1000 preuves indiscutables de l'existence de ces chambres à gaz, alors M. Faurisson sera ridiculisé aux yeux du grand public et je me retirerai de la vie politique. » Jean-Marie Le Pen n'a pas osé. Il a reculé. Ce choix stratégique se révéla catastrophique. En effet, si Jean-Marie Le Pen s'était affiché clairement révisionniste, alors il aurait été vu comme celui selon lequel il n'y avait pas eu de génocide des Juifs, mais de nombreux morts dus à la guerre. Or, en restant sur la défensive, il deviendrait celui pour lequel 6 millions d'exterminés, c'était un détail. D'où cette propagande qui désormais sera exploitée contre lui. Le Pen exterminera sans état d'âme ses ennemis divers. Marine Le Pen choisit donc d'aller plus loin encore que son père en optant pour la voie de la dédiabolisation.